Chers amis, bienvenue à cette conversation cruciale. Si la sagesse de l'âge nous a enseigné quelque chose, c'est que tout ce qui est offert n'est pas forcément utile, surtout en médecine. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir d'un mot qui, prononcé en connaissance de cause, peut défendre votre lucidité et votre autonomie. Non. Pendant des décennies, on nous a convaincus que plus on fait d'examens, plus on est en sécurité. Eh bien, cette philosophie est un piège qui coûte cher. Non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de stress, de risques et de temps précieux volés. Après 70 ans, notre corps a changé et l'utilité de nombreux dépistages de masse s'est réduite à zéro. Notre objectif, je le répète, n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre les années qui nous restent avec la meilleure qualité fonctionnelle possible. Et pour ce faire, nous devons éviter le surdiagnostic, c'est-à-dire la découverte d'anomalies qui ne nous auraient jamais causé de problème, mais qui déclenchent un cycle d'anxiété, d'examens invasifs et de traitements avec des effets secondaires pires que la maladie elle-même. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 examens ou procédures médicales que l'aîné sage et informé doit apprendre à remettre en question avec son médecin. Ce sont les tests qui, s'ils sont effectués sans symptômes spécifiques, comportent un risque disproportionné par rapport aux bénéfices. Nous parlerons de dépistages oncologiques devenus obsolètes, d'images de haute technologie inutiles pour les douleurs courantes et de contrôles qui ne créent que de la confusion. Préparez-vous à prendre le contrôle de votre santé en transformant votre rôle de patient passif en réalisateur informé de vos soins. Commençons tout de suite avec les examens qui ont été, pendant des années, le symbole de la prévention, mais dont l'utilité s'estompe et devient, dans certains cas, contre-productive après 75-80 ans. Les dépistages oncologiques de masse, en particulier le dosage du PSA, antigène prostatique spécifique, pour les hommes et la mammographie et le frottis pour les femmes. Voyez-vous, mes amis, la raison pour laquelle nous devons reconsidérer ces tests n'est pas la paresse, mais une profonde sagesse biologique. Après 75 ans, notre corps a une priorité différente, et le cancer, s'il se développe, agit de manière différente. Nous parlons d'horizon temporel. La plupart des tumeurs que ces tests trouvent à un âge avancé sont à croissance lente, appelées tumeurs indolentes. Le risque est que la personne âgée, en raison de son espérance de vie limitée ou d'autres conditions de santé préexistantes, meure avec cette tumeur, et non à cause d'elle. Pensez au PSA pour les hommes. Si le test est élevé, la réaction est la biopsie. Et si une tumeur est trouvée, on affronte des traitements invasifs comme la chirurgie ou la radiothérapie. Ces traitements, même s'ils réussissent, comportent un risque élevé d'effets secondaires permanents, comme l'incontinence ou la dysfonction érectile, qui détruisent la qualité de vie. La question que l'aîné sage doit se poser est: cela vaut-il la peine de sacrifier mon autonomie et mon bien-être présent pour soigner un cancer qui ne m'aurait peut-être jamais causé de symptômes? Les lignes directrices les plus récentes nous disent qu'en l'absence de symptômes spécifiques, le risque de surtraitement dépasse le bénéfice. Il en va de même pour les femmes. Si vous avez un historique de mammographie et de frottis réguliers avec des résultats négatifs, le risque de développer un nouveau cancer du col de l'utérus ou un cancer du sein agressif diminue drastiquement après 75 ans. Continuer le dépistage est un acte de médecine défensive qui vous expose à des faux positifs. Un faux positif, une ombre qui n'est rien de grave, déclenche une cascade d'anxiété, d'examens invasifs et de biopsies qui sont inutiles et épuisants. Nous devons déplacer l'attention de la recherche obsessionnelle du cancer vers le maintien de la santé fonctionnelle. Si vous n'avez pas de symptômes, votre corps travaille bien. Arrêter ces dépistages n'est pas un acte de négligence, mais c'est un acte de courage et d'intelligence qui vous protège de l'anxiété et des traitements agressifs qui ne vous sont plus utiles. Après avoir libéré l'agenda des dépistages obsolètes, passons à une catégorie d'examens qui est un véritable générateur d'anxiété et de coûts inutiles, les investigations radiologiques avancées comme le scanner TDM et l'IRM, imagerie par résonance magnétique, lorsqu'elles sont demandées pour des douleurs chroniques courantes. Voyez-vous, mes amis, le problème de ces outils est qu'ils sont trop doués pour trouver des choses qui ne nous intéressent pas. Quand nous souffrons d'une douleur persistante au dos, au cou ou au genou, il est naturel de penser « je dois faire une IRM pour voir ce qui ne va pas ». Eh bien, passé 70 ans,
ces images trouveront toujours quelque chose qui ne va pas. Elles trouveront une protrusion discale, de l'arthrose, un kyste ou un petit signe d'usure. C'est l'usure normale d'un corps qui a bien vécu. Le point crucial est que l'anomalie que vous voyez sur la radio, souvent, n'est pas la cause de votre douleur actuelle. La plupart des douleurs musculo-squelettiques chez la personne âgée sont dues à l'inflammation, à la posture ou à la faiblesse musculaire. Mais une fois que l'anomalie a été photographiée et rapportée, le piège du surtraitement s'enclenche. On finit par être dirigé vers des chirurgies, des infiltrations ou des thérapies complexes et coûteuses, toutes basées sur une découverte qui est simplement un signe de vieillesse, insignifiant. Mais le risque n'est pas seulement économique. Il y a un risque physique direct. Le scanner, par exemple, expose à des doses significatives de radiation ionisante qui sont totalement inutiles si l'examen est fait par habitude. Et l'IRM ou les scanners spécialisés nécessitent souvent l'utilisation de produits de contraste qui, comme nous en avons discuté, peuvent être toxiques pour les reins d'une personne âgée. La sagesse nous demande de faire confiance à notre corps et à la médecine clinique. Pour une douleur courante et chronique, la solution n'est pas une image coûteuse. C'est la physiothérapie, l'exercice ciblé et le temps. Les investigations avancées doivent être réservées uniquement aux symptômes d'alarme, comme la perte soudaine de force, l'incontinence ou un traumatisme grave, et non pour satisfaire notre anxiété. Nous devons arrêter de gaspiller des ressources pour confirmer que nous avons vieilli. Après avoir libéré l'esprit de l'anxiété des images inutiles, passons à un autre examen qui, s'il est répété obsessionnellement, représente un gaspillage de ressources, la densitométrie osseuse, DMO. La DMO est un outil merveilleux et vital pour diagnostiquer l'ostéoporose et pour guider le début du traitement, spécialement chez les femmes juste après la ménopause. Mais le problème survient quand, par habitude, nous continuons à la répéter régulièrement même après 75-80 ans. Voyez-vous, chers amis, à un certain âge, c'est une réalité physiologique. Pas une surprise que la densité osseuse ait baissé. Le résultat d'un T-score bas après 75 ans est largement prévisible. La sagesse nous demande de nous interroger. Si le résultat est escompté, l'examen est-il encore utile? La DMO a sa valeur maximale seulement si son résultat change ou oriente la thérapie. Si vous êtes déjà traité pour l'ostéoporose depuis des années, ou si votre médecin, en se basant sur votre âge, votre fragilité générale et votre historique clinique, par exemple, si vous avez déjà eu une fracture, a déjà décidé que le traitement est nécessaire, répéter la DMO chaque année ou tous les 2 ans devient un acte médical sans véritable but thérapeutique. Vous dépensez de l'argent et du temps uniquement pour obtenir la confirmation d'un chiffre que vous connaissez déjà. Mais ici, il y a une vérité encore plus profonde. Après 75 ans, le véritable danger n'est pas tant le chiffre sur votre densitométrie que le risque de chute. Ce n'est pas l'os fragile qui vous fait tomber, c'est le manque d'équilibre, la faiblesse musculaire ou l'interaction entre les médicaments. Une personne avec une densité osseuse moyenne, mais qui tombe souvent, est à un risque infiniment plus grand qu'une personne avec de l'ostéoporose, mais avec un équilibre parfait. L'énergie et le temps que vous économisez, en ne faisant pas la DMO superflue, doivent être réinvestis là où ça compte vraiment, dans la prévention fonctionnelle. Cette énergie doit être utilisée pour faire vos exercices de résistance, pour entraîner l'équilibre en vous tenant sur une jambe et pour faire la révision annuelle des médicaments qui peuvent causer des vertiges. C'est vous qui devez guider cette sagesse. Donc, la prochaine fois qu'on vous propose la DMO, ayez le courage de demander à votre médecin « Docteur, si le résultat est comme nous l'attendons, est-ce que cela changera la dose de mon médicament ou la stratégie que nous suivons ?» Si la réponse est « Probablement pas » ou « Nous le faisons juste pour surveiller », vous pouvez sereinement décliner. Votre priorité est votre mobilité, pas la statistique osseuse. Après avoir défendu le dos, les os et la lucidité, passons aux 2 derniers examens qui, s'ils sont effectués sans symptômes spécifiques, peuvent causer plus de mal que de bien. Le dépistage cardiaque avancé, en l'absence de symptômes, et l'obsession pour le dosage de la TSH légèrement altéré. Commençons par le dépistage cardiaque avancé, comme l'angioscanner coronarien ou l'échocardiogramme de stress, notre 4e examen. Ces outils sont puissants et vitaux s'ils sont utilisés pour enquêter sur des symptômes clairs comme la douleur thoracique,
l'essoufflement inexpliqué ou les arythmies. Mais le problème survient quand ils sont demandés en routine, juste parce que vous avez dépassé les 70 ans. La vérité est que la grande majorité des adultes âgés, si elle est soumise à un scanner coronarien, présentera un certain degré de calcification artérielle. Le problème n'est pas la calcification, qui est normale à cet âge. Le problème est l'anxiété que la découverte de ces plaques asymptomatiques génère. Cette découverte déclenche immédiatement une cascade de traitements agressifs, de médicaments plus forts ou, dans certains cas, la proposition de procédures invasives comme l'angiographie qui expose le patient âgé fragile à des risques. En l'absence de symptômes d'alarme, la sagesse clinique nous dit qu'il est beaucoup plus sûr et efficace de gérer les facteurs de risque, tension et cholestérol, que de courir après une image. Le dépistage avancé asymptomatique ne prolonge pas votre vie fonctionnelle. Il vous expose seulement au stress et à des procédures inutiles. Votre cœur est protégé par un simple ECG et par la surveillance constante de la tension à la maison. Passons maintenant à la dernière catégorie, le 5e examen. L'obsession pour le dosage de la TSH légèrement altérée, un signe d'hypothyroïdie subclinique. Il est très fréquent que, avec le vieillissement, la valeur de la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde, soit légèrement élevée. L'erreur est la précipitation à traiter ce chiffre avec des médicaments de substitution, comme la lévothyroxine. La raison de dire non est un calcul de risque. Le traitement d'une TSH légèrement altérée chez une personne âgée asymptomatique mène rarement à une amélioration de l'énergie ou de l'humeur. Au contraire, l'ajout du médicament peut facilement mener à une hyperthyroïdie iatrogène, qui est extrêmement dangereuse pour la santé de la personne âgée. L'excès d'hormones thyroïdiennes accélère la perte osseuse, aggravant l'ostéoporose et augmente le risque d'arythmie cardiaque, comme la fibrillation atriale. Vous échangez un chiffre légèrement déplacé qui ne vous cause pas de problème, contre un risque réel pour vos os et votre cœur. La sagesse, ici, réside dans la surveillance de la valeur et l'intervention uniquement si la TSH est très élevée ou si des symptômes clairs apparaissent. Sinon, il vaut mieux laisser tranquille votre système endocrinien et ne pas compliquer votre thérapie médicamenteuse. Après avoir analysé les 5 examens à éviter, nous devons maintenant nous concentrer sur l'essence de cette philosophie. Pourquoi dire « non » est un acte de profonde sagesse et d'éthique personnelle. Voyez-vous, mes amis, notre objectif n'est pas seulement d'esquiver les aiguilles et les salles d'attente. Notre objectif est de nous défendre contre ce que j'appelle la médecine de la peur ou médecine défensive. C'est la pratique où le médecin, par crainte légale, prescrit des examens de haute technologie coûteux, comme le scanner ou l'angioscanner, à des personnes asymptomatiques, non pas parce que le test est utile, mais pour se protéger lui-même d'une éventuelle accusation. Cette peur a un coût immense, et le prix, nous le payons tous. Votre non raisonné est un acte d'empowerment. C'est le refus d'entrer dans la spirale de l'anxiété et de la cascade diagnostique. Chaque fois que vous acceptez un examen inutile, vous ouvrez la porte à un potentiel faux positif, à un stress épuisant et, comme nous l'avons vu, au risque concret d'exposer vos reins aux produits de contraste ou votre corps aux radiations. Le choix est simple. Votre tranquillité vaut-elle le risque d'une procédure non nécessaire? Absolument pas. Mais votre choix a aussi un fort impact éthique et social. Quand vous dites non à une IRM superflue, vous libérez une ressource publique. Vous permettez à une autre personne, peut-être un jeune avec un traumatisme ou un patient avec des symptômes urgents, d'accéder à cette machine rapidement. C'est vous qui, avec votre discernement, aidez à réduire les listes d'attente et à garantir que le système de santé soigne ceux qui en ont vraiment besoin. Votre sagesse devient un bien collectif. La vraie philosophie de soins après 70 ans n'est pas de chercher le problème, mais de maximiser la fonctionnalité. Nous devons concentrer les ressources mentales et économiques uniquement sur ce qui nous maintient actifs et lucides. Nous devons faire confiance aux alternatives à faible coût et à haute valeur. La surveillance constante de la tension, l'hémoglobine glyquée et l'évaluation fonctionnelle, marche et équilibre. Ce sont les véritables actes de prévention qui achètent des années d'autonomie. L'aînessage n'est pas celui qui accepte chaque prescription, c'est celui qui, avec respect et connaissance, guide son médecin. Et ce courage de dire « non » protège votre portefeuille, votre santé et votre intégrité émotionnelle.
Nous sommes arrivés à la fin de cette conversation qui a été un véritable manuel d'autodéfense médicale. Nous avons exploré ensemble le sens profond de dire non aux examens qui ne nous sont plus utiles, transformant ce refus en un acte de sagesse et de courage. Nous avons compris que votre autonomie et votre lucidité sont la priorité absolue et ne peuvent pas être sacrifiés par peur du surdiagnostic. Nous avons appris que les dépistages oncologiques de masse perdent leur utilité après un certain âge à cause des tumeurs indolentes. Nous avons vu que le scanner et l'IRM pour les douleurs courantes sont seulement un moyen coûteux et risqué de trouver des signes d'usure normale, déclenchant des traitements superflus. Et nous avons compris que l'obsession pour les chiffres déplacés, comme une TSH légèrement élevée, peut causer plus de dommages, arythmies et fragilité osseuse que de bénéfices. La sagesse du troisième âge vous demande de vous défendre contre la médecine de la peur, qui veut exposer vos reins aux produits de contraste et votre corps aux radiations pour un bénéfice quasi nul. Votre véritable prévention n'est pas la quantité d'examens, mais la qualité de votre fonction. Votre investissement le plus précieux est le temps que vous consacrez au contrôle de la tension, à la gestion de la glycémie et aux exercices pour équilibre. Vous êtes les gardiens de votre santé. N'acceptez pas passivement chaque prescription. Utilisez la connaissance que vous avez acquise aujourd'hui pour dialoguer avec votre médecin. Entrez dans le cabinet non comme des patients passifs, mais comme des réalisateurs informés de votre soin. Votre choix de dire non à ce qui est inutile est un acte de liberté personnelle et de responsabilité éthique qui garantit que les ressources précieuses soient disponibles pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est la véritable maîtrise de la longévité. Si cette conversation vous a donné la clarté et le courage pour remettre en question votre prochain examen, je vous demande de laisser un « j'aime » pour nous faire savoir que ce message a été important. Et maintenant, je voudrais entendre votre expérience, car c'est la plus précieuse de toutes. Parmi les 5 types d'examens dont nous avons discuté, dépistage oncologique, scanner IRM, DMO répété, dépistage cardiaque, TSH subclinique, quel est celui que vous sentez être le plus difficile à refuser psychologiquement? Et pourquoi? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. À bientôt et défendez votre sagesse.